Bonjour à tous. Alors, nous allons faire la correction de l'activité 4, le bilan radiatif de la Terre. Donc, la première consigne était, en un point donné du sol, quels sont les rayonnements reçus qui influencent la température. Donc, si on essaye de zoomer un petit peu ce qui se passe au niveau de ce schéma, on observe que les rayonnements qui arrivent sont le rayonnement solaire incident, ainsi que l'émission du rayonnement infrarouge issu des gaz à effet de serre. En effet, la Terre émet un rayonnement infrarouge puisqu'elle est chauffée par les rayonnements solaires incidents. Ceci réchauffe l'atmosphère qui réémet à son tour une partie des rayonnements vers la Terre. Donc la Terre a deux points qui influencent la température, qui viennent la réchauffer, le rayonnement solaire incident et les rayonnements infrarouges qui sont émis par l'atmosphère de par l'effet de serre. Donc ça, c'est ce que vous pouvez retrouver ici pour la correction. Ensuite, le document, on nous demandait, en comparant la puissance moyenne totale reçue avec celle émise par la surface de la Terre, justifier l'affirmation suivante: le bilan radiatif de la Terre est en équilibre dynamique. Alors, si vous regardez ce qui arrive, c'est-à-dire 342, et si vous additionnez 17, 89, 197 et 39, vous voyez que ce qui part est égal à 342 également. Donc le bilan radiatif ici est équilibré. De plus, comme je l'ai mis au niveau de la correction, si vous regardez ici, 171 plus 220, c'est bien égal à 391. Or, la Terre émet, pareil, 391. Donc, le bilan radiatif est aussi équilibré. C'est quoi le bilan radiatif? C'est ce qui arrive moins ce qui part. Donc, ce qui arrive, on l'a vu, c'est rayonnement incident, euh, rayonnement infrarouge. Et ce qui part, c'est bien sûr l'albédo, mais aussi les rayonnements infrarouges qui sont émis par l'atmosphère lorsque celle-ci se réchauffe ou émis par la Terre. Donc, si vous faites la différence entre les deux, vous obtenez un bilan radiatif qui est nul, c'est-à-dire de 0, sauf s'il y a justement un déséquilibre. Alors, ensuite, on vous faisait une petite modélisation de l'albédo. Donc l'albédo, on l'a vu la dernière fois. Ce qu'on fait, c'est que finalement, on éclaire des surfaces différentes, donc blanches, vertes ou plutôt marron pour représenter le sable, et on mesure la lumière réfléchie finalement, donc l'albédo. On remarque que pour du sucre, c'est-à-dire qui représente la banquise puisqu'elle est blanche, l'albédo est de 90%. Donc 90% des rayons lumineux sont réfléchis. Alors que pour les feuilles, par exemple, il n'y a que 12%. Ce qui peut expliquer finalement qu'au niveau des pôles, le bilan radiatif soit déficitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de rayons lumineux qui arrivent et il y en a plus qui repartent. Donc le bilan, cette fois-ci, n'est pas nul. En effet, par deux facteurs. Donc premier facteur, on le voit, c'est parce que l'albédo est de 90, donc il y a 90% du rayonnement qui est réfléchi, donc seulement 10% qui est absorbé. Et deuxième chose, c'est que si on regarde là, il n'y a que 187 watts par mètre carré qui arrivent au pôle, comparé par exemple à l'équateur où il y a 402 watts par mètre carré de puissance surfacique. Ceci est dû à l'inclinaison du rayonnement, et ce qui fait qu'on a moins de lumière, si vous voulez, d'énergie qui provient du soleil au niveau des pôles qu'au niveau de l'équateur. Donc il y a moins d'énergie, en plus elle est plus réfléchie. Donc forcément, le bilan total est de moins 100 watts par mètre carré, donc il est déficitaire, alors qu'au niveau de l'équateur, c'est l'inverse. Vous voyez que par exemple au niveau des feuilles, l'albédo il est de 12%, donc il y a un albédo très faible, donc il n'y a pas beaucoup d'énergie qui s'en va, et en plus, il y a beaucoup de puissance solaire qui arrive. Vous voyez, il y a environ 402 watts par mètre carré dans le désert
et 439 watts par mètre carré à l'équateur. Donc il y a beaucoup qui arrivent et il n'y en a pas beaucoup qui repartent. Donc là, au contraire, à l'équateur, on voit que le bilan radiatif il est déséquilibré, il est de plus 100 watts par mètre carré. Donc voilà ce qu'il fallait faire pour la modélisation et expliquer le bilan déficitaire ou excédentaire au niveau de l'équateur. Ensuite, si on regarde la Terre et la Lune. Alors, la température moyenne théorique de la Terre est de moins 17 degrés et celle de la Lune moins 25. Sur ce document, on a ces valeurs. Ces valeurs ne sont pas totalement exactes. C'est plus, on va dire, de l'ordre de moins 18 degrés pour les deux. Mais bon, passons. La température moyenne réelle, là, vous voyez, est vraiment différente pour la Terre, alors que pour la Lune, c'est la même que celle qui est calculée. Or, ce qui différencie la Terre de la Lune, c'est que la Terre a une atmosphère et la Lune non. Donc finalement, ce qui explique cette différence de température, c'est que l'atmosphère contient des gaz à effet de serre qui qui gardent emprisonné, si vous voulez, le rayonnement infrarouge émis par la Terre. Ce rayonnement infrarouge, hop, les gaz à effet de serre, il l'absorbe, ce qui provoque une émission d'infrarouge qui vient réchauffer la Terre. Alors que finalement, la Lune, elle n'a pas ça. Tout son rayonnement infrarouge émis repart vers l'espace. Donc il n'y a pas quelque chose qui réchauffe en plus. C'est bien pour ça qu'on explique que la température moyenne de la Terre est de 15 degrés et non pas moins 17 ou moins 18 degrés. Voilà pour la différence. Ensuite, on vous demandait de réaliser un schéma bilan du bilan radiatif de la Terre. Donc voici ce qu'on aurait pu faire. En fait, si on fait le bilan radiatif, donc je vous rappelle que c'est la différence entre ce qui arrive, le rayonnement qui arrive, et le rayonnement qui repart. Qu'est-ce qui arrive? C'est le rayonnement incident. Je vous avais dit, si on fait l'albédo moyen de la Terre, donc en prenant ce qui est réfléchi par l'atmosphère plus ce qui est réfléchi par la surface terrestre, on a un albédo qui est de 30% pour la Terre. Donc, il y a 30% des rayons solaires qui sont renvoyés vers l'espace. Il nous en reste donc 70%. Dans ces 70%, il y en a 20% qui sont absorbés par la Terre et 50% qui sont absorbés par l'atmosphère, pardon, pour les 20%, et 50% qui sont je vais y arriver, qui sont absorbés, par la Terre. La Terre donc se réchauffe de par le rayonnement solaire incident et réémet à son tour des rayonnements infrarouges. Pourquoi elle réémet des rayonnements infrarouges? Puisque évidemment, elle a une température beaucoup plus faible que le rayonnement solaire. Donc forcément, ce sont des longueurs d'onde, ce ne sont pas les mêmes longueurs d'onde. Ces rayonnements infrarouges, il y a 95% qui sont retenus par les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère et qui sont réémis vers la Terre, ce qui la réchauffe, et 5% seulement sont émis vers l'espace. Donc voici, ça c'est vraiment le bilan radiatif de la Terre. Vous verrez notamment l'année prochaine que si on change un de ces facteurs, par exemple si on joue sur l'albédo, si on joue sur la quantité de gaz à effet de serre ou si on joue sur le rayonnement solaire qui arrive, cela peut déséquilibrer ce bilan radiatif et on parlera de forçage radiatif. Donc voici pour l'activité 4. Et donc je vais passer au bilan. Donc, pour l'activité 4, qu'est-ce que le bilan radiatif? Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la différence entre la puissance reçue par la planète et celle réémise vers l'espace. Le bilan radiatif est de 342 watts par mètre carré, donc ce qui arrive, moins ce qui repart, c'est-à-dire 102 watts par mètre carré pour l'albédo total et 240 watts par mètre carré pour les infrarouges, qui sont réémis vers l'espace. Que se passe-t-il si la température moyenne est constante? Eh bien, le bilan radiatif est à l'équilibre. Et qu'est-ce qui peut déséquilibrer ce bilan? C'est une modification de l'effet de serre, je vous l'ai dit, de l'albédo, etc., etc.
Donc voici le bilan radiatif. Alors, vous n'êtes pas évidemment obligé de connaître les valeurs, mais par contre, il faut savoir représenter les flèches, me dire que celle-ci correspond par exemple à l'albédo, celle-ci à l'effet de serre, etc., etc. Donc voilà pour le bilan. Et je vous ai également mis une petite vidéo que je vous conseille d'aller voir pour réviser pour le contrôle. Ensuite, alors, nous allons passer à un nouveau chapitre. Et là, nous allons voir la photosynthèse. Donc, pour la prochaine fois, vous allez devoir relever les... On va parler déjà de la photosynthèse. Donc, vous avez sûrement entendu parler en seconde. La photosynthèse, je vous le rappelle, c'est l'absorption par les végétaux chlorophylliens de dioxyde de carbone et d'eau. Et grâce à l'énergie lumineuse, cela produit du dioxygène et de la matière organique. Matière organique, c'est de la matière qui est créée par les êtres vivants, par exemple le glucose, c'est-à-dire des sucres. Alors, nous, on va se demander que devient l'énergie lumineuse qui arrive à la surface d'une feuille. Première chose que vous allez devoir faire, c'est relever les pourcentages d'énergie lumineuse qui sont diffusées, transmises et absorbées, puis émises sous forme d'infrarouge ou d'évapotranspiration. Vous avez tous les pourcentages dans le doc 2 et également dans le document 5. Voilà. Première chose à faire, c'est uniquement lire les pourcentages. Ensuite, vous devez m'exploiter le document 3 pour me dire quelles sont les longueurs d'onde des rayonnements absorbés pour une solution de chlorophylle brute. Je rappelle, la chlorophylle, c'est le pigment qui permet de réaliser, si vous voulez, la photosynthèse. Donc vous allez devoir essayer d'interpréter. Donc ça, c'est le spectre de la lumière blanche, donc avec toutes les longueurs d'onde. Et là, c'est le spectre d'absorption de la chlorophylle. Vous voyez qu'il y a des régions noires qui correspondent donc aux longueurs d'onde qui sont absorbées par la chlorophylle. Ensuite, vous devez comparer le spectre d'absorption, donc avec les longueurs d'onde que vous venez de décrire qui sont absorbées, avec le spectre d'action. Ça, c'est le spectre d'action. Vous voyez que pareil, là, le spectre d'action, il est pour certaines longueurs d'onde. On voit que la photosynthèse, elle agit, pourquoi? Parce que ça absorbe la lumière et ça dégage de l'O2. Je vous rappelle, la photosynthèse, c'est à partir du dioxyde de carbone et de l'eau, produire du dioxygène et de la matière organique. Donc normalement, vous allez voir un lien entre le spectre d'absorption et le spectre d'action. Et enfin, vous allez devoir me faire un schéma bilan d'une feuille et du devenir du rayonnement solaire. Donc vous allez voir, il y a une partie du rayonnement qui est diffusée, une qui est absorbée, une partie qui est transmise, une partie qui va être évaporée et enfin émise sous forme d'infrarouge. Donc si vous avez du mal à commencer, je vous ai fait le début du schéma et à vous de me faire les autres, rayonnements lumineux. Voilà. Et si vous avez du mal pour les différentes questions, je vous ai également mis des aides pour vous guider un petit peu plus. Donc voilà, j'espère que c'est clair et que vous y arriverez. N'hésitez pas évidemment à me contacter sur Pronote si vous avez la moindre question, je suis disponible. Et la semaine prochaine, on pourra normalement faire la classe virtuelle comme d'habitude. Voilà, très bon week-end à vous.